Aujourd'hui, on sort un peu de Bleach, puisqu'on va avoir l'occasion à travers cette vidéo de mettre sur la table pas mal d'œuvres que j'aime particulièrement, en évoquant 10 combats de shonen mythiques. Alors je le dis d'avance, ceci n'est pas un top, le but est pas de classer quoi que ce soit, j'ai juste envie de discuter d'affrontements qui m'ont fait vibrer, qui m'ont particulièrement marqué et dont on parle pas souvent. Bien sûr, on va s'imposer quelques règles en plus, déjà pas de Bleach ni de Hunter x Hunter, étant donné que j'ai déjà parlé à pas mal de reprises de mes combats favoris pour ces deux œuvres. Ensuite, j'éviterai de parler du même manga deux fois, puisqu'il s'agit de mettre en avant le plus de licences possible. Et normalement, si vous êtes comme moi grand fan du genre shonen, il devrait y avoir au moins 2 ou 3 combats qui vous parlent, ça c'est sûr. Bref, tout est dit, et avant de commencer, comme d'hab, je vous remercie pour votre soutien, en particulier sur cette vidéo qui sort un peu du cadre de la chaîne jusqu'à maintenant, mais que j'avais vraiment envie de partager. En espérant que ça vous plaise, et si c'est le cas, oubliez pas le petit like qui aide vraiment pour la visibilité de la vidéo. Sur ce, parlons bagarre, parlons affrontement mythique, parlons shonen j'ai envie de dire. On ouvre le bal avec le manga d'Akira Amano, prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 2004 et 2012 pour un total de 42 tomes. Ou Reborn pour les intimes. Un manga qui m'apparaît un peu sous-coté et dont on parle peu à ce que je vois. Un combat qui m'a particulièrement marqué dans cette œuvre est celui opposant Tsuna, le protagoniste, à Zangzus, le premier antagoniste majeur de l'histoire. Pour tous ceux qui aiment cette œuvre, je pense qu'on peut s'accorder à dire que ce personnage, bien qu'il n'apporte rien de vraiment dingue en termes de développement, est quand même giga stylé. Chara-design monstrueux, seiyuu exceptionnel dans l'anime, et attitude d'edgelord vénère avec ses gros guns de badass, le perso transpire le charisme, regardez-le. Pour un peu de contexte, Tsuna et le reste de sa troupe font partie des successeurs potentiels de la famille Vongola, qui est la plus grande famille mafieuse de l'histoire. Et c'est la même chose pour Zangzus et Savaria, une troupe de combattants tarés. Ils vont donc devoir s'affronter pour déterminer qui héritera des anneaux Vongola et deviendra le nouveau parrain. Et si vous connaissez pas Reborn, sachez qu'ici on parle de mafia mais on est loin des délires classiques. Faut pas s'attendre à un truc genre le parrain ou les affranchis. Quoi qu'il en soit, ce combat est vraiment lourd. La base des pouvoirs principaux des personnages de cet univers est la flamme de dernière volonté, qui se décline en plusieurs sortes. Tsuna et Zangzus possèdent la flamme du ciel, mais les deux ont des particularités et n'utilisent pas du tout de la même façon. Zangzus est pourvu de la flamme de la colère, lui donnant une puissance prodigieuse dès qu'il pète un câble. Il combat à l'aide de 2 flingues qui chargent de flammes, et à l'instar de Tsuna, il témoigne aussi d'une grande mobilité aérienne. Du côté de notre protagoniste, il concentre sa flamme dans ses gants, et s'en sert pour se déplacer à grande vitesse et mettre des grandes patates. À ce stade-là, il est encore en pleine évolution, mais il est déjà capable de casser des bouches quand il s'y met, et il parviendra durant ce combat à maîtriser une technique légendaire de la famille Vongola, qu'on appelle la dernière volonté du zéro absolu. Cette technique lui permet en gros de geler les flammes, on va pas rentrer dans les détails techniques ici, mais c'est expliqué assez clairement et c'est bon de le préciser. Mais le truc cool, c'est qu'il trouve aussi un moyen de modifier cette technique et d'arriver avec une variante, qui lui donnera la capacité de carrément absorber les flammes adverses pour les faire siennes. Et c'est finalement grâce à tout ça qu'il parviendra à triompher dans cette bataille aérienne et héritera de l'anneau Vongola du ciel, même si, comme vous le savez sûrement, Tsuna n'a pas du tout envie de devenir un boss de la mafia. Cette bataille, en plus de nous proposer un combat céleste entre 2 possesseurs de la flamme du ciel, nous fait aussi plaisir avec une OST exceptionnelle. Enfin bon, ça c'est pas juste ce combat, mais la totalité de l'anime. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Ces 2 personnages qu'absolument tout oppose se livrent ici un sacré fight, dans lequel Tsuna va véritablement se dépasser. Perso, c'est ici que j'ai commencé à apprécier le personnage, car il faut admettre qu'au début, son côté grosse victime est un peu trop appuyé à mon goût. Maintenant, on a officiellement un gamin de collège qui est parrain de la mafia, et il peut plus vraiment faire demi-tour. D'ailleurs, si vous faites partie de ceux qui se sont arrêtés avec la fin de l'anime, je vous recommande vraiment de donner une chance à la suite, c'est-à-dire les tomes 30 à 42 du manga, qui valent le coup et que je suis d'ailleurs en train de relire en ce moment. Enfin, si jamais vous ne connaissiez pas cette œuvre, j'espère que ça vous aura éventuellement donné envie de lui donner une chance, et si c'est le cas, l'anime est dispo sur ADN. On passe à la suite et on change complètement d'univers avec cette fois un combat issu du génialissime manga d'Igrayman, dessiné par Katsura Oshino. Alors oui, c'est pas le manga le plus médiatisé, surtout ces dernières années. Le rythme de publication est incroyablement long, puisque depuis 2010 à peu près, l'auteur a rencontré de nombreux problèmes de santé, et elle n'est plus en mesure de fournir des chapitres réguliers, sans parler d'une prépublication hebdomadaire. Le manga qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 2004 et 2009 est finalement passé dans le Jump Square, puis après une pause de 3 ans dans le Jump Crown. Ces deux-là sont 2 magazines mensuels, et pour vous donner un aperçu, en France, seulement 4 tomes sont sortis sur les 8 dernières années. Un tous les 2 ans quoi, pour un total de 27 tomes aujourd'hui. Bon, c'est sûr, dit comme ça fait pas envie. Mais franchement, ça vaut le coup quand même, car Digrayman est une œuvre vraiment très intéressante, et si vous aimez les ambiances un peu gothiques, vous allez adorer. Et quand je dis gothique, je parle par exemple de style architectural, les délires de l'époque de la Renaissance et tout. Pas des gens gothiques, hein, qu'on soit bien clair. Les personnages principaux sont des exorcistes maîtrisant le pouvoir de l'innocence et affrontant des monstres appelés Akuma. Bref, le combat que j'ai choisi est celui entre Alan Walker, le personnage principal, et Tikimik, que tous les fans de la série connaissent. Le combat désespéré face au Noah du plaisir, dans lequel Allen va atteindre un stade de synchronisation à l'innocence encore jamais vu, pour brandir sa fameuse épée millénaire ultra stylée.
Non sérieux, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai vu ça. Quand il sort l'épée de son bras, littéralement, c'est beaucoup trop cool et parfaitement en lien avec les pouvoirs et la raison d'être d'Allen, qui est un personnage principal, ou MC comme on dit maintenant, que j'apprécie tout particulièrement. Sa dualité, son approche face aux problèmes qu'il rencontre et sa profonde gentillesse en font un perso craqué dont l'évolution s'avère passionnante à suivre. Et la notion de danger et de désespoir réel rend ce combat encore plus prenant. Le groupe d'Allen est en mauvaise posture face au Noah, et j'aurais d'ailleurs pu vous parler aussi du combat de Kanda contre Skin, un affrontement qui laissera l'épéiste au bord du gouffre. Mais revenons sur Allen et son adversaire, qui est encore un personnage mémorable, de par sa personnalité et le fait qu'il soit un ennemi mortel pour les exorcistes. Il avait déjà massacré Allen par le passé, et au début du combat c'est lui qui a l'avantage. Mais en poussant le jeune exorciste dans ses derniers retranchements, celui-ci réussira à gagner en puissance. En atteignant un niveau de synchronisation critique, Allen parvient, en renonçant à son bras gauche, à extraire de celui-ci une épée gigantesque, rappelant celle du conte millénaire. Cette arme a la capacité de détruire la mémoire du Noah au sein de son adversaire, mais en faisant ça, Tiki va perdre le contrôle et complètement se déchaîner. A partir de là, c'est le maréchal Cross qui va gérer, et si vous connaissez pas Dick Grayman, vous devez rien comprendre, mais c'est pas grave. Peut-être que ça vous chauffera à aller découvrir, ce que je vous recommande fortement malgré le rythme de parution très long. C'est l'heure du duel. Allez, on continue, vous l'aurez sûrement compris avec ce slogan légendaire, on va parler de Yu-Gi-Oh! Alors oui, on n'est pas sur de la baston à proprement parler, mais sur un duel de cartes pour enfants, vous vous en doutez bien. Un duel de cartes pour enfants qui est essentiel pour le sort du monde, rien que ça. Parce que oui, dans l'univers de Yu-Gi-Oh, il n'y a pas de politique ou d'armée ou même de justice, ou alors ils servent à rien, puisque tout se règle aux cartes, et c'est ça qui fait en partie le charme de cet univers. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Yu-Gi-Oh, avant d'être un jeu de cartes de Konami, est avant tout un manga, dessiné par Kazuki Takahashi et prépublié dans le Jump entre 1996 et 2004, pour un total de 38 tomes. Et je dois dire que c'est un manga très spécial à mes yeux, que j'ai découvert très tôt. À l'époque, la vie pour moi c'était Yu-Gi-Oh, Dragon Ball et la GameCube. Enfin bon, à la base Yu-Gi-Oh parlait même pas de cartes, mais de jeux en tout genre et d'occulte, pour devenir ensuite un manga centré sur les duels, mais qui garde tout de même son côté macabre, qui malheureusement a été énormément atténué dans l'anime, surtout en Occident. Et si à l'intérieur de ces 38 tomes il y a selon moi beaucoup d'affrontements mémorables, celui qui me vient tout de suite à l'esprit c'est clairement le dernier duel entre Yugi et Kaiba, en demi-finale du tournoi de Battle City. Ici les deux rivaux vont se livrer une ultime bataille, et comment ne pas être en adoration devant le personnage de Kaiba, ce malade mental mégalomane milliardaire et kidnappeur de grand-père, qui combat pour sa fierté, et dont le seul but est de battre Yugi, son plus grand adversaire. Lui l'Égypte ancienne il s'en fout, les histoires de dieux antiques il y croit pas, et quand il dit à Yugi de dégainer son sabre, en parlant de son deck bien entendu, j'étais bien trop chaud. Yugi de son côté n'est pas là pour écraser son adversaire, mais plutôt pour empêcher Marek, ou Malik pour les vrais, de semer la désolation. Et il va devoir faire comprendre assez tôt à travers ce duel que les enjeux sont bien plus grands, et que les deux sont liés par le destin. C'est la confrontation du légendaire dragon blanc aux yeux bleus et du magicien des ténèbres, matérialisation des désirs et des caractères des deux duellistes, mais aussi d'Obélisque et Osiris, leurs cartes de dieux égyptiens respectives. Quoi qu'il en soit, le choc des dieux égyptiens va avoir pour effet de montrer des visions du passé aux deux adversaires, qui assisteront au duel du destin entre le pharaon et l'ancêtre de Kaiba. Et il y a deux points qui font de tout ça un affrontement mythique selon moi. Déjà, les deux joueurs sont sans cesse en train de se rendre coup pour coup, et l'avantage change de camp sans arrêt, ce qui rend le duel dynamique et palpitant à suivre. Ensuite, la dimension du duel qui change totalement après le flashback. À partir de là, les deux rivaux ne compteront plus sur la puissance des dieux, mais sur les deux cartes emblématiques que vous connaissez tous, poussées à leur limite. S'il y a un truc que je trouve vraiment exceptionnel dans ce manga, c'est les designs des monstres qui sont vraiment sublimes. Et ici on atteint un sacré niveau avec le fameux paladin des ténèbres, un monstre inédit qui permettra à Yugi de terminer Kaiba. Ce duel est un peu déchirant, car malgré l'attitude souvent odieuse du jeune entrepreneur, c'est un personnage qu'on adore, et sa défaite ici est très dure à avaler pour lui, qui a organisé ce tournoi en grande partie pour pouvoir montrer sa supériorité en tant que duelliste. Contraint de remettre à Yugi sa carte de dieu, sa défaite cuisante lui fera encore une fois réaliser que le pharaon est le plus grand duelliste qui soit. Et tout ça en fait pour moi un duel passionnant à suivre, assurément un affrontement mythique entre les deux duellistes les plus puissants. Bon, vous aimez la bouffe? Parce que si c'est le cas, vous devez forcément aimer Toriko, le manga de Mitsutoshi Shimabukuro publié dans le Jump entre 2008 et 2016, pour un total de 43 volumes. Comme vous le savez, le monde de Toriko est basé sur la bouffe, genre tout a un lien avec la nourriture. Les persos principaux sont des Bishokuya, et pour les décrire c'est simple, c'est des gourmet hunters en gros. Ils cherchent à rassembler les meilleurs ingrédients du monde et pour ça ils vont devoir se taper sévère avec toutes sortes de monstres et d'adversaires. Pour moi, l'un des combats les plus marquants proposés ici est celui entre Toriko et Starjun vers la fin de l'anime. Si vous connaissez pas Toriko, imaginez un peu un mélange entre Ken le survivant, avec des mecs bodybuildés qui se castagnent comme des fous furieux, et One Piece, avec des aventures dans divers environnements à la recherche d'ingrédients secrets légendaires. Et dans ce combat, notre bon Toriko est arrivé à un niveau de puissance très élevé, maîtrisant désormais l'honneur alimentaire. Oui, l'honneur alimentaire, c'est vraiment le nom d'une technique dans cet univers, ou plutôt un état qu'on atteint en témoignant d'une gratitude sans égale envers les aliments. Ça peut sonner complètement débile, je sais, mais croyez-moi, c'est beaucoup trop stylé.
complètement dans le thème, et ça permet surtout de faire des trucs de dingue. Ce fight est vraiment un combat au-delà des limites pour les deux personnages, et Toriko va même apprendre à utiliser la routine ultime, encore une fois une sorte d'état d'esprit lui permettant d'intimider son adversaire si vous voulez. Et regardez la pression qu'il met à son ennemi avant d'attaquer juste grâce à ça, c'est abusé. Un des points forts du manga selon moi est aussi l'évolution du personnage de Toriko. Son évolution est constante et assez simple à quantifier, et ses techniques deviennent de plus en plus destructrices au fil de ses aventures, et surtout au fil des plats qu'il partage avec ses amis. Parce que les plats qu'il bouffe, et la façon de les cuisiner, ça a une importance capitale dans le développement des personnages et de leurs facultés. L'approche de la bouffe dans le manga est vraiment spéciale et permet de lier les personnages entre eux, la nourriture étant représentée comme une denrée inestimable qu'on se doit de respecter et d'honorer car elle est source de vie. Bref, ce combat qui est l'un des derniers proposés dans l'anime oppose Toriko à son plus grand adversaire, Star-Jun. Les deux vont enfin pouvoir s'affronter d'égal à égal, dans un combat viril où ils nous proposent un festival de techniques diverses, se poussant petit à petit dans leur dernier retranchement. Plus qu'un affrontement entre deux camps, ça devient une bataille d'instinct sauvage entre deux bêtes féroces à laquelle assiste un Komatsu impuissant. Bon, au final, Star-Jun se résoudra à arrêter le combat pour des raisons que vous connaissez si vous avez suivi cette aventure, et oui, en ce qui concerne l'animation, Toriko est loin d'être un animé exemplaire. Des fois, il y a des plans vraiment claqués, mais des fois, c'est quand même stylé aussi, faut pas non plus abuser. En bref, je recommande l'animé si vous avez la flemme, mais si vous voulez faire l'expérience de l'histoire complète, dans tous les cas, il faudra passer par le manga. Il est temps de faire un tour maintenant au pays des Shuriken et des Sharingan, en se penchant sur un combat issu de Naruto, une œuvre incontournable que j'ai pas besoin de présenter. Et j'ai choisi un combat qui à l'époque m'a vraiment marqué, celui entre Neji et Kidomaru. Ouais, c'est un combat qui remonte à loin, et que certains d'entre vous ont peut-être oublié. Mais pour ma part, c'était la meilleure époque pour le manga de Kishimoto Sensei, même si j'aime bien Shippuden, attention. L'arc de la poursuite de Sasuke fait partie des arcs légendaires, et le combat qui livre Neji est vraiment le summum du personnage, qui a grandement évolué mentalement depuis son combat avec Naruto, qu'il considère désormais comme son sauveur et bienfaiteur. Et c'est pour matérialiser cette profonde gratitude qu'il éprouve, mais aussi pour remplir fièrement son devoir de ninja, qu'il se lancera sans hésiter dans un affrontement très risqué face à l'un des ninjas d'Oto, plus expérimenté et surtout sans foi ni loi. Le début du fight est lourd avec Neji qui prend le combat et qui parvient même à placer les 64 points du hake, une technique plus que mythique qui est juste géniale à voir. Et le fait que son adversaire ait pu y résister grâce à sa sécrétion arachnéenne nous montre que là ça rigole pas, et que ce sera un combat vraiment très dangereux. J'avais peur pour Neji honnêtement, et il finira vraiment dans un sale état. On a ici un vrai combat à mort entre deux ninjas. La stratégie prend une place importante, et après avoir compris les capacités de Neji, son ennemi n'aura aucun scrupule à lancer des attaques surprises, en profitant de l'environnement pour se cacher. Ses assauts répétés sur Neji et sa compréhension rapide des pouvoirs du Byakugan vont être synonymes de grand danger pour le jeune Hyuga. Mais bon, en tant que mec le plus stylé de la génération de Naruto, il parviendra à tirer profit des spécificités du point souple pour balancer une décharge de chakra à son adversaire, en se laissant transpercer volontairement mais tout en évitant d'être mortellement blessé. Il n'a selon lui pas le droit de décevoir ses camarades, qui lui ont témoigné beaucoup d'estime, en particulier Naruto qu'il a, comme il le dit lui-même, sauvé des ténèbres, et c'est la raison pour laquelle il est prêt à tout pour empêcher son adversaire de continuer sa route. Pour moi, y a pas à dire, le point souple est probablement la technique que je préfère à Konoha, et ce combat est selon moi facilement parmi les meilleurs de la série. Bon, on est à la moitié de cette vidéo, et déjà merci à ceux qui sont encore là. On va parler un peu de Senseiya maintenant, un des mangas qui a beaucoup inspiré Tite Kubo dans la création de Bleach et que vous connaissez tous j'imagine. Alors moi c'est surtout l'histoire originale de Senseiya qui m'intéresse, les spin-offs et tout le bordel j'ai pas tout vu, et le combat que je veux évoquer remonte à l'arc des 12 maisons, un arc légendaire du shonen. Ah et oui, comme pour Naruto, je vais pas présenter Senseiya, je pense que tout le monde connaît, là on va plutôt parler de Hyuga contre Camus, le chevalier d'or du Verseau et chevalier d'or le plus stylé. Et si des fans de Senseiya regardent ça, je vais sûrement me faire allumer, mais en vrai ils sont tous stylés, c'est impossible d'en choisir un. En tout cas on a un petit combat à maître contre élève, chevalier d'or contre chevalier de bronze, glace contre glace. Camus avait pourtant tenté de protéger Hyuga en quelque sorte, en l'enfermant dans un cercueil de glace, mais ce combat semblait finalement inévitable. Hyuga devra dépasser son maître s'il veut sauver Athéna. Celui qui sortira victorieux sera celui en mesure de produire la température la plus basse, et à la base, comme à chaque fois dans Senseiya, le chevalier de bronze se fait marave, ici terrassé par la mystique exécution de l'aurore. Mais il réussira bien entendu à développer le fameux 7ème sens. En parvenant à maîtriser l'exécution de l'aurore, et en atteignant par miracle le zéro absolu, il dépassera son maître l'espace d'un instant et sortira victorieux. C'est ce genre de moments solennels et ces personnages à la détermination admirable et noble qui font selon moi le sel de Senseiya, sans parler des visuels et des designs qui ont marqué toute une génération. En tuant son maître, Hyuga va en quelque sorte devenir un homme. C'était l'épreuve à laquelle il était destiné, et qui lui permettra enfin de faire le deuil de sa mère. Mais là, entre le manga et l'anime, il y a des différences. Genre c'est même pas Camus son vrai maître dans l'anime, et je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, sans l'anime, pas d'OST grandiose, et rien que pour ça, ça vaut le coup. En tout cas, ce combat est l'un de mes préférés dans cet arc, même si ce n'est pas forcément le plus spectaculaire ou quoi. Et j'en profite d'ailleurs, si vous êtes fan des Chevaliers du Zodiaque, faut absolument que vous regardiez la série abrégée, qui est vraiment un chef-d'œuvre du YouTube français rendant hommage à l'œuvre à travers une parodie beaucoup trop drôle.
Bon allez, vous avez tous reconnu, pas besoin de s'emmerder, on va parler de One Piece, l'épopée incroyable. Et j'ai encore choisi un combat pas récent du tout, un combat qui m'a fait passer de « Ah tiens, One Piece c'est cool » à « One Piece c'est vraiment lourd quand même ». Ce moment, c'est le combat entre Luffy et Rob Lucci à Enies Lobby. Conclusion d'un arc gigalong et de tout le bordel avec Nico Robin, le CP9, etc. Ce combat est trop bien, et c'est à partir de là que Luffy évolue pas mal en termes de pouvoir. Avant ça, hormis ses techniques classiques et quelques utilisations farfelues de son corps élastique, il y avait rien de vraiment dingue, et je trouve qu'il a fallu attendre un long moment avant d'avoir quelque chose de vraiment nouveau. Là, avec le Gear Second et le Gear Third, on commence à comprendre que Luffy a énormément de potentiel à développer, et ça fait plaisir à voir. Il fait face ici à Rob Lucci, possesseur du fruit Zoan du tigre ou de la panthère, je sais plus, mais en gros il se transforme en gros félin vénère dangereux, une espèce de félinferno sous stéroïdes. Et malgré le Gear Second, il va vraiment tabasser Luffy. Franchement à l'époque j'étais en mode mais non, là il est mort, c'est cuit. Il a pris toutes les attaques de plein fouet. Franchement quand tu crois que tout est perdu et qu'il va s'écrouler, mais qu'il se reprend et balance la Jet Gatling, c'est tout One Piece qui se concentre dans ses points. Un grand moment. Après vous trouverez peut-être que j'en fais un peu trop ou que c'est la nostalgie qui parle, ce qui est sûrement un peu le cas, mais j'assume. Ce passage est craqué. Il y a aussi le Gear Third qui est révélé à ce moment-là et ça m'avait beaucoup trop hypé pour la suite. Parce que jusque là j'étais un peu en mode bon, le gars il veut être roi des pirates, donc à un moment il va falloir arrêter de rigoler quand même. La grande patate qu'il met à son adversaire fait trop du bien, mais c'est pas assez pour le terminer, il va revenir dans la bataille malgré tout. D'ailleurs j'avais oublié le délire avec Mini Luffy, quand il devient Minus après l'utilisation du Gear Third. Ça me fume, il est trop marrant dans cette forme, mais bon il peut plus combattre donc c'est chaud et il va se faire enchaîner. Son adversaire paraissait intouchable à cause du Tekai, et même avec le Gear Third il a pas réussi à le finir. Mais là il y a trop d'enjeux, et c'est Usopp qui va en quelque sorte réussir à donner un dernier souffle d'énergie à Luffy, qui va invoquer toute sa rage et son envie de sauver sa Nakama pour terrasser son opposant avec sa Jet Gatling. Une attaque phare qui symbolise ici sa détermination de pirate, mais aussi toute l'estime qu'il a pour ses compagnons. En bref, une masterclass à tous les niveaux. Et pour la première fois sur la chaîne, accordez-moi le plaisir de parler un peu des saintes écritures de Dragon Ball. C'est le premier manga que j'ai eu entre les mains et vous vous doutez bien qu'il a une place particulière pour moi. Mais on va pas parler d'un combat classique, de transformation, de Kamehameha ou d'autres destructions d'univers. On va rester sobre et se pencher sur une époque que j'adore, le Dragon Ball des débuts. Enfin bref, après le premier tournoi d'arts martiaux auquel participe Goku, celui-ci partira à la recherche du Dragon Ball à 4 étoiles, et se retrouvera confronté à la légendaire armée du ruban rouge. Et c'est durant l'ascension de la tour du muscle, à la fois palpitante, drôle et touchante, que Goku va rencontrer un adversaire plutôt excentrique. Un grand malade appelé Ninja Murasaki, ou le ninja violet en français. Ça va donner un combat entre un ninja qui se croit trop fort et stylé, et un gamin qui comprend pas ce qu'il fout, et qui balaie tous ses plans de manière hilarante. Et le pauvre gars finira le combat avec le bâton magique de Goku planté dans le boule. D'ailleurs les personnages de Sonic dans One Punch Man ou encore Zenzo dans Gintama sont probablement une référence à ce fameux ninja violet, puisque ce sont tous des ninjas qui finissent par se faire totalement humilier. Alors oui, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un combat, c'est plus des épreuves au début, genre une course, une partie de cache-cache, etc. L'affrontement est même pas très long, et j'imagine que certains l'ont peut-être oublié, mais perso, entre ça et DBS, pour moi, il y a clairement pas photo. Comme j'ai dit au début, le ninja propose une partie de cache-cache, et le moment où Goku s'arrête parce qu'il sait pas compter au-dessus de 18, ça me termine. Au final, le ninja se planque sous l'eau, avec un bambou en guise de tuba en mode il est trop fort. Goku, lui, il voit le truc dépasser, il verse de l'eau bouillante dedans, et du coup le ninja se fait brûler la gueule, c'est vraiment nimp. Le perso est trop drôle, tellement en décalage avec Goku, et quand il réalise petit à petit qu'en fait c'est un gros nul comparé à lui, il va tenter de lui sauter dessus, ce qui, comme on l'a dit, finira plutôt mal pour lui. Vraiment un combat hilarant comme il y en a beaucoup dans Dragon Ball, léger, drôle, et qui rappelle pourquoi ce manga est iconique aujourd'hui. Allez, pour cette avant-dernière entrée, je sais que je vais faire plaisir à des gens car on va se concentrer sur Gintama, le chef-d'œuvre d'Hideaki Sorachi. Alors si jamais vous connaissez pas mais que vous avez envie d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée à cette œuvre pour expliquer pourquoi selon moi elle est incontournable, pour les passionnés de shonen, de manga en général mais aussi de culture japonaise, et je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Le combat dont j'ai envie de parler aujourd'hui est celui entre Gintoki et Osen, climax de l'arc Yoshiwara. Je sais pas ce qu'il en est pour les connaisseurs de l'œuvre, mais c'est perso un de mes arcs préférés, celui mettant en scène pour la première fois des persos très importants comme Tsukuyo ou encore Kamui. Un arc où l'on en apprend pas mal sur le clan Yato, et qui se déroule dans un lieu particulier, Yoshiwara, le quartier de la nuit. C'est un quartier spécial sur lequel règne Osen, le roi de la nuit, et qui est peuplé de nombreuses courtisanes. Beaucoup d'injustices sont présentes dans cette ville, avec notamment la mise à mort des courtisanes qui auraient le malheur de tomber enceintes. Gintoki va donc se frotter à ce fameux Osen, qui est en fait un Yato, la race Amanto la plus forte de l'univers. Ce personnage est comme souvent dans Gintama intéressant sous bien des aspects. Je vais pas spoiler les tenants et les aboutissants de l'arc, ce serait trop dommage, mais son passé, ou le fait qu'il ait construit une ville souterraine imperméable à la lumière et sur laquelle il règne, c'est vachement significatif. Mais son délire touchera à sa fin grâce à Gintoki et tous ceux qui ont pris part au combat. Vraiment le dénouement est magnifique. De base Gintoki, aussi craqué soit-il, est pas censé pouvoir prendre un boss Yato en 1v1, ça paraît compliqué. Mais avec le support de Tsukuyo et de toutes ses guerrières,
mais aussi tous les protagonistes de l'arc y réussiront à faire entrer la lumière, ce qui scellera le destin du roi de la nuit. Comme on le sait bien à ce stade de l'anime, les Yato craignent le soleil, en particulier Osen qui n'a pas été en contact avec lui depuis des années. Cela causera finalement sa mort, et en même temps la libération du quartier de Yoshiwara. Cet arc est vraiment goldé, faut bien le dire. Encore une fois, on a ici tout ce qui fait de Gintama un manga sincère, drôle, profond, badass, des adjectifs élogieux mais amplement mérités pour un arc aussi lourd que l'arc Yoshiwara. En conclusion, regardez Gintama. On va terminer cette vidéo avec une œuvre bien connue, Yu Yu Hakusho. Encore un manga qui a beaucoup inspiré Tite Kubo pour Bleach et qui est clairement incontournable. Dessiné par l'illustre Yoshihiro Togashi que l'on ne présente plus, une des grandes forces de ce manga réside dans ses personnages tous très bien construits, notamment Yusuke qui est un protagoniste auquel on s'attache directement. C'est le voyou stylé au grand cœur, un archétype bien connu et en général très apprécié. Et le passage où il assiste sous forme de fantôme à ses propres funérailles est vraiment marquant et empli de tristesse, entre sa mère en pleurs et Kuwabara qui refuse d'accepter. Comme j'ai dit, avec ça on s'attache très vite au personnage, et je pense que j'ai pas besoin de rappeler qu'il n'est pas réellement mort. Vous connaissez l'histoire, et si jamais c'est pas le cas, quittez cette vidéo et allez regarder direct. Le combat que j'ai choisi est un classique, un cas d'école quand on parle d'affrontement shonénique si j'ose dire, et je fais bien sûr référence au match opposant Yusuke à Toguro, en finale du tournoi d'arts martiaux des ténèbres. Ce tournoi encore une fois c'est du classico, un grand moment qui est parfaitement maîtrisé par l'auteur. On a tout, la progression des héros qui affrontent des équipes de plus en plus dangereuses, les liens qui se resserrent, les sacrifices héroïques pour le bien du monde, les combats cataclysmiques, les techniques stylées, les rivalités fracassantes et j'en passe. Bien entendu, le combat Toguro-Yusuke est le paroxysme de tout ça. Le combat ultime entre deux personnages que tout oppose, mais qui dans le fond se ressemblent sur beaucoup de points. Toguro est un personnage fascinant, un artiste martial surpuissant qui a choisi de pactiser avec le démon, pour ne pas subir les effets du temps, afin de pouvoir continuer à combattre pour toujours. Mais ça part pas d'une mauvaise intention, même s'il finira par perdre tout ce qui le rendait humain, faisant de lui un monstre de puissance mais profondément marqué, tourmenté. Il est aussi en totale opposition au personnage de Genkai, mentor de Yusuke à qui elle a enseigné son art, et qui a grandi aux côtés de Toguro. Sauf qu'elle, elle a vieilli depuis, puisqu'elle a pas vendu son âme, et les effets du temps se font ressentir. Toguro, qui m'a toujours fait penser à Arnold Schwarzenegger, est une giga brute, franchement il met trop la pression. Pourtant en le voyant comme ça, certes c'est une montagne mais il a l'air d'un humain normal quoi. Et pourtant ses paroles et ses actes induisent une peur monstrueuse chez la plupart de ses adversaires, et sont vecteurs d'une tension explosive tout au long du tournoi. Et le combat est un vrai choc de puissance, un vrai dépassement de limite. Mais je voudrais pas trop le spoiler au final car c'est un affrontement majeur avec un build-up assez long, que je vous invite vraiment à découvrir si vous n'en avez pas encore eu la chance. Un match violent où Yusuke va pousser Toguro à utiliser toute sa puissance, et s'il foutait déjà la pression de base, là ça devient indécent. Franchement vous vous retrouvez devant Toguro qui veut vous fumer, vous faites quoi? Moi je vous le dis, je me barre en courant sans réfléchir. Tout ça pour dire que vraiment si vous avez pas vu ou lu Yu Yu Hakusho, y a pas d'excuse. C'est du très grand shonen, l'anime est dispo sur ADN, il y a 113 épisodes et ça couvre l'entièreté des 19 tomes du manga sans filler. Et en plus il y a un des meilleurs arcs de tournoi, tout shonen confondu. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo, qui vous l'aurez remarqué était placée sous le signe de la nostalgie. Et si vous êtes resté jusque là, déjà merci beaucoup, et n'hésitez pas à me donner vos retours. Si la vidéo est bien reçue, je pourrais éventuellement en faire d'autres dans le même genre, en parlant de combats ou d'œuvres étrangères à Bleach, qui reste le thème principal de la chaîne. En tout cas, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. D'ailleurs, on est à 2 doigts d'atteindre les 40 000 et c'est un truc de malade. Donc merci encore une fois pour le soutien. Moi, c'est là-dessus que je vous dis vive le shonen manga, et à la prochaine tout simplement.